Maegovanen Tolkien dili imlimbai remaslin tararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'histoire des enfants de Húrin, avec cette fois-ci l'événement qui poussera Túrin à quitter le royaume elfique du Doriath. Cet épisode est la suite directe des autres, donc je ne peux que vous encourager à regarder cette histoire depuis le début. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, face à la pauvreté et la menace permanente d'être réduit en esclavage, Morwen avait envoyé Túrin en Doriath, où Thingol l'avait accueilli et pris comme son fils adoptif. Là-bas, il devint grand, fort et instruit. L'année de ses 17 ans, tout contact fut coupé avec Morwen et Nienor, à cause de l'influence grandissante de Morgoth. Túrin décida donc de parfaire son art de la guerre auprès des elfes, dans les régions septentrionales du Doriath, revêtant pour cela le Homme du Dragon, héritage de sa maison. Túrin combattit ainsi aux côtés de Beleg pendant 3 ans. Il ne revenait à Menegroth que dans de très rares occasions et devint en apparence un vrai sauvageon. Cheveux hirsutes, manteau délavé et taché, bref, il ne portait aucune attention à son apparence, préférant se consacrer totalement au combat. Mais l'été de ses 20 ans, il retourna à Menegroth pour prendre un peu de repos et faire réparer son équipement auprès des forgerons elfes. Dans l'épisode précédent, nous vous avons dit que tous respectaient et honoraient Túrin comme s'il était réellement le fils du roi. Mais on vous a un peu menti, juste histoire de garder le suspense. Il y avait un elfe qui avait une dent contre Túrin. Ce dernier s'appelait Saeros, fils d'Ithilbor. Dans les contes et légendes inachevés, il est précisé que Saeros appartient plus précisément au peuple de Nandor, c'est-à-dire les elfes qui avaient suivi Denethor lors de la Grande Marche et qui avaient ensuite cherché refuge au Doriath à la mort de leur roi, lors de la première bataille du Beleriand. Pour plus de détails, je vous renvoie justement à l'épisode parlant de cette bataille. Saeros était un elfe puissant dans le royaume, un conseiller du roi. Cependant, c'était un elfe très orgueilleux, qui dédaignait tous ceux qu'il considérait comme lui étant inférieurs. Ouais bon, un elfe quoi. Mais non, avec tout ce que je te raconte depuis le début, tu vois bien que tous les elfes ne sont pas pétris d'orgueil. Et Finrod alors, et Fingon, et Turgon, et Lúthien, ça m'énerve. Pardon, je reprends. C'était un elfe très orgueilleux qui dédaignait tous ceux qu'il considérait comme lui étant inférieurs. C'était un ami de Daeron, le ménestrel, avant que ce dernier ne quitte le Doriath définitivement à la recherche de Lúthien. Ce qui d'ailleurs lui avait valu une certaine haine du peuple des hommes, et encore plus de la famille de Beren, car il considérait que ce dernier n'avait fait qu'apporter un grand malheur dans le royaume. Dans plusieurs textes, il est également précisé que Saeros serait un parent de Thingol, mais il n'y a pas plus de détails à ce sujet. Saeros n'aimait donc pas Túrin. Il lui enviait les honneurs qui lui étaient faits. Il laissait donc aller son orgueil et sa méchanceté en critiquant tout ce que faisait Túrin et en le regardant de travers. S'il devait parler à Túrin, il le faisait avec mépris. Mais Túrin répondait généralement par le silence aux attaques de Saeros et se lassa de lui, ce qui déplaisait tout particulièrement à l'elfe. Dans les contes perdus, Saeros, alors appelé Orgoth, est décrit comme un elfe sylvain mais ayant du sang Noldor du côté de sa mère. En plus de son orgueil, sa passion pour l'habillement et les apparats est décrite, justifiant les actes qui vont suivre. Attends, laisse-moi deviner. Túrin rentre à Menegroth et comme par hasard, il va croiser le gars qui peut pas le voir en peinture. Tout à fait. Donc Túrin rentra à Menegroth, un soir, à l'improviste. Il entra dans la grande salle du trône. Thingol et Melian étaient absents car ils aimaient séjourner dans la forêt pendant l'été, et Túrin s'assit à une table sans vraiment prêter attention à la place à laquelle il s'asseyait, étant pris par sa fatigue et ses préoccupations. Or, il ne s'était pas assis n'importe où, il était justement à la place de Saeros, à la table d'anciens du royaume, et ce dernier arriva et se mit immédiatement en rage de voir ce sale humain assis à sa place. That's my spot. Saeros pensait que Túrin s'était assis là de manière délibérée, par orgueil, pour lui faire affront. Mais ce qui l'énerva encore plus, c'est que personne à table ne semblait avoir quelque chose à redire à la situation. Ils semblaient même satisfaits de voir Túrin à leur côté. Saeros la joua réglo. Il fit mine de n'en avoir rien à faire et s'assit en face de Túrin en lui signifiant qu'on ne le voyait guère souvent par ici et qu'il lui cédait bien volontiers sa place habituelle. Túrin, qui était en pleine conversation avec le chasseur Mablung, ne prêta pas vraiment attention à Saeros et se contenta d'un rapide merci. Saeros, qui bouillonnait intérieurement, pressa Túrin de questions autour de la situation aux frontières et de leurs faits d'armes, mais il avait beau faire semblant, il ne pouvait totalement dissimuler la moquerie dans sa voix. Túrin finit donc par se lasser et fut pris d'amertume.
pensant à regret à Beleg et à leur vie dans les bois, à Morwen qui lui manquait tant, à la maison de son père, et son humeur s'assombrit alors. Il était si pris dans ses noires pensées qu'il cessa de répondre à Saëros. Saëros sortit définitivement de ses gonds, pensant que l'humeur sombre de Turin lui était adressée. Il saisit un peigne d'or et le jeta à Turin en disant « Sans doute, homme du Ithloum, tu es venu en toute hâte à cette table et on peut excuser ton manteau haillonneux. Mais rien ne t'oblige à garder la tête aussi broussailleuse qu'un buisson de ronces. Et peut-être que si tes oreilles n'étaient pas cachées, tu entendrais mieux ce que l'on te dit. » Turin ne répondit rien et se contenta de jeter un regard noir à Saëros, qui ignora cette menace et continua, encore plus méprisant. Et ce qu'il dit ensuite fut dit suffisamment fort pour que tous à la table puissent entendre. « Si les hommes du Ithloum sont à ce point sauvages et rudes, que penser des femmes de ce pays? Courent-elles comme des biches, revêtues de leur seule chevelure? » C'est déjà pas sympa, mais dites-vous que dans certains écrits, Saëros insultait directement Morwen. Turin vit rouge. Il saisit une lourde coupe qu'il lança de toutes ses forces au visage de Saëros, qui s'écroula en arrière, se faisant très mal. Turin leva son épée et il aurait achevé Saëros si Mablung ne l'avait pas retenu. Ouais, j'aurais presque de la peine si le personnage de Saëros n'était pas aussi détestable. Saëros, la bouche ensanglantée et brisée, articula difficilement. « Combien de temps encore allons-nous héberger cet homme des bois? Qui est maître ici ce soir? La loi du roi est sévère envers qui blesse ses vassaux dans les salles du palais. Et pour ceux qui tirent l'épée en ces lieux, la proscription est le moindre châtiment. Hors du palais, je pourrais te répondre, homme des bois. » En voyant le sang sur la table, Turin reçut une douche froide. Il s'arracha à la poigne de Mablung et sortit de la salle immédiatement, sans dire un mot. Dans les premiers écrits, Saëros était tué sur le coup, et Thingol lui-même assistait à la scène. Turin, horrifié par ce qu'il avait fait, sortait sans mot dire de la salle, puis quittait le Doriath pour errer dans les terres sauvages. Car il était fort malheureux de devoir quitter la maison de son père adoptif, et avait honte de retourner chez sa mère après cet acte, ayant peur d'attirer la foudre des elfes sur le peuple de sa mère. De son côté, Thingol, qui en réalité avait pardonné à Turin, se retrouvait à offrir des cadeaux à la famille de Saëros qui, eux, l'avaient clairement mauvaise. Cet aspect a ensuite totalement disparu du récit. Pendant que Turin sortait, Mablung reprocha à Saëros son attitude méprisable, en lui disant clairement qu'il l'avait bien cherché. Mais Saëros continuait de dire que Turin était impardonnable et qu'il n'hésiterait pas à le tuer si ce dernier tirait son épée contre lui à l'extérieur du palais. Mablung l'avertit alors, lui rappelant qu'un tel massacre ne serait en rien un bienfait, et qu'il sentait l'ombre de Morgoth sur eux. Il mit Saëros en garde contre ses paroles et ses gestes, lui rappelant au passage qu'il était quand même un Eldar, sous-entendant sans doute qu'il valait mieux que ça. Mais Saëros ne prit pas au sérieux la remarque de Mablung, et la nuit durant, tandis qu'il soignait sa blessure, sa malveillance et son courroux envers Turin ne firent que croître. Saëros se posta à la sortie de Menegroth, épée et bouclier à la main, guettant Turin. Lorsque celui-ci sortit dans l'intention de repartir pour les frontières, Saëros lui sauta dessus par derrière. Mais Turin, dont la guerre avait aiguisé les sens, le vit venir et l'évita. Il dégaina l'épée et, invoquant le nom de Morwen, défia en combat singulier Saëros. Ils croisèrent le fer, et bientôt, Saëros fut vaincu par Turin, qui ces 3 dernières années avait acquis l'agilité des elfes combinée à la force des hommes de son peuple. Il blessa Saëros au bras, mit le pied sur son épée et le tint à sa merci. Il dit alors: Saëros, tu as une longue course à faire et les vêtements te seront un embarras. Les cheveux te suffiront, Il jeta Saëros à terre et le déshabilla de force avant de l'enjoindre à courir sous peine de se faire planter. Il va sans dire que Saëros, qui était totalement terrifié, se mit à courir et Turin le talonnait de près pour lui faire sentir son épée dès qu'il le rattrapait. Ah, c'est petit et mesquin, hein, mais qu'est-ce que c'est drôle. Mais mesquin, mais drôle quand même. C'est pour ça que j'aime pas Turin. À un moment donné, tu te rends compte que c'est une idée de crotte et que clairement, il vaut mieux pas faire ça. Saëros appelait désespérément à l'aide, et bientôt d'autres se joignirent à la traque, essayant de rattraper Turin et Saëros qui filaient à toute allure. Mablung était de cela, et il était fort troublé, car s'il estimait que Saëros était allé trop loin avec ses moqueries, il trouvait que c'était maintenant Turin qui se rendait coupable de méfaits graves, car il était très mal vu de ridiculiser ainsi un elfe et de se faire justice soi-même sans en référer au roi.
Mablung tenta de ramener Turin à la raison, en lui disant de cesser cette course infernale. Mais Turin, qui était sur le point de relâcher Saeros avant que Mablung n'intervienne, cria et se rua à nouveau sur Saeros, qui courait toujours comme un fou, persuadé que Turin le tuerait s'il le rattrapait. Saeros arriva alors aux abords d'un torrent qui rejoignait l'Esgaldwin, en coulant par une gorge profonde aux parois abruptes. Le saut à faire pour passer de l'autre côté était grand, même pour un cerf, mais Saeros, désespéré, tenta sa chance. Il perdit pied sur l'autre rive et tomba en arrière dans le gouffre, se tuant sur un rocher. La phrase exacte dans le texte qui suit est « Ainsi acheva-t-il sa vie en Doriath, et Mandos n'allait pas le lâcher de sitôt ». J'aime bien cette petite vanne en mode « T'étais tellement un mauvais bougre que t'es pas prêt de te réincarner, toi ». Turin contempla, hébété, le corps de Saeros, le traitant intérieurement d'idiot, car voyant le gouffre, il avait eu l'intention de cesser sa course et de ramener Saeros à Menegroth. Mais voilà qu'il se retrouvait coupable d'avoir causé la mort de l'elfe. C'est ce qu'on appelle une boulette. Lorsqu'il se retourna, il vit Mablung et d'autres elfes qui contemplaient tristement ce qui venait de se passer. Mablung demanda à Turin de les suivre, afin qu'il puisse être jugé par le roi. Mais Turin refusa, disant que le roi ne pourrait l'innocenter, que son jugement serait forcément faussé, vu qu'il était en capacité de choisir des conseillers au cœur mauvais. Turin dit alors à Mablung, qui insistait pour qu'il le suive pour réclamer justice: « Je refuse de me plier à tes ordres. Je ne solliciterai aucun pardon du roi Thingol, et j'irai à présent là où ses arrêts ne peuvent m'atteindre. Tu n'as que deux choix. Me laisser aller librement, ou me tuer, si cela est conforme à ta loi. Car vous êtes trop peu nombreux pour me prendre vivant. » Mablung, voyant la résolution dans le regard de Turin, le laissa partir, ne voulant pas risquer la vie de quelqu'un d'autre. Turin partit, en précisant qu'il n'avait pas souhaité que les choses se passent ainsi. Et Mablung répondit qu'il pressentait que s'il partait ainsi, le malheur continuerait de l'accabler. Turin ne réapparaissant pas aux frontières, Beleg revint à Menegroth et sut alors ce qui s'était passé. Thingol et Melian en firent de même. Thingol décida alors que même si Saeros était mort et que Turin était porté disparu, il fallait qu'il pose un jugement sur cette affaire. Le lendemain, Thingol siégea donc sur son trône et entendit tous ceux qui avaient été témoins de l'altercation à table, ainsi que de la course-poursuite dans la forêt. Mablung fut le principal témoin ayant le plus de choses à rapporter. Thingol allait prendre la décision, à contre-cœur, de bannir Turin, car même s'il considérait Saeros coupable d'avoir provoqué Turin, il ne pouvait pardonner à ce dernier le meurtre de l'elfe. Son cœur était attristé car il avait réellement aimé Turin, et devoir lui interdire l'asile et le renier lui coûtait. Il précisa qu'il pourrait revoir son jugement uniquement si Turin se présentait devant lui pour implorer son pardon. Mais, avant qu'il prononce définitivement son jugement, Beleg entra dans la salle du trône et demanda s'il était encore temps pour lui d'intervenir et de témoigner. Thingol, qui tenait Beleg en haute estime, lui accorda de parler et lui pardonna son retard. Beleg ressortit alors et amena Nélas devant le roi. S'il était arrivé en retard, c'était justement parce qu'il la cherchait, sachant qu'elle veillait toujours sur Turin quand elle le pouvait. Nélas, qui n'était jamais entré dans Menegroth, se sentit particulièrement impressionné par les salles de pierre, par tous les yeux fixés sur elle et par le roi. Elle commença à témoigner, mais elle en perdit la voix. Thingol l'encouragea et Nélas put alors révéler à tous ce qui s'était passé entre Turin et Saeros avant la course-poursuite, car personne n'avait été témoin de l'attaque surprise de Saeros, de leur duel et du fait que Turin aurait pu achever Saeros à ce moment-là si tel avait été son désir. Thingol écouta avec attention et interrogea longuement Nélas, car ce qu'elle racontait était nouveau à ses oreilles et changeait grandement la donne. Une fois le récit de Nélas terminé, Thingol revit son jugement. Il absout Turin de toute faute, comprenant que la mort de Saeros était finalement accidentelle et n'avait nullement été dans l'intention de Turin. De plus, il ne souhaitait plus que Turin vienne quémander son pardon, car le mal ayant émané d'un conseiller du roi, Thingol considéra qu'il était de son devoir de racheter la conduite de Saeros en envoyant des messagers retrouver Turin pour l'informer qu'il était innocenté. Thingol ordonna donc que l'on retrouve Turin, afin que celui-ci sache que le roi l'avait innocenté, qu'il le considérait toujours comme son fils et qu'il pouvait toujours considérer le pays du Doriath comme le sien. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte d'entendre la suite de ce conte. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton merci. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Diri.